Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à MPCM Jean-Luc Ador, conseiller national UDC, qui est en campagne pour une reconduction de son mandat. Et la première question que je lui pose, comme à mes autres invités, c'est quels 3 livres l'ont marqué qu'il propose à votre lecture? Alors, moi je pensais que c'était des livres qu'on avait à lire, mais un livre qui m'a marqué, c'est Le Camp des Saints de Jean Raspail. D'accord. Et qui traite de quoi? Je ne le connais pas du tout. C'est une espèce de roman de politique fiction qui traite de l'immigration de masse, de ce qu'on pourrait appeler l'invasion migratoire. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui a été publié avant l'entrée en vigueur de la loi antiraciste en France. Et puis moi j'ai eu une édition où l'auteur, qui est maintenant décédé, malheureusement avait indiqué les passages qui, selon lui, pourraient tomber pour rien. D'ailleurs, c'est un livre qui n'a rien de raciste ni rien du tout. Mais comme d'habitude, quand on braque les projecteurs sur certaines réalités, donc, et puis même avec quand même l'artifice, on va dire, romanesque, quoi. Même ça, certains sont plus capables de le supporter. Ça dit quelque chose sur ce qu'est devenu la liberté d'expression dans ce pays. Et puis le deuxième? Alors je fais ça sans préparation. Quand j'étais adolescent, je dirais, c'était un de mes auteurs préférés, c'était Camus. Alors, il y a 2 bouquins qui m'avaient marqué, c'était L'Homme révolté, mais aussi La Peste. Et la Peste, que j'ai d'ailleurs relue, c'est pas très original. Au début de la crise du Covid, parce que quand on était, faut quand même le dire, moi j'ai été très critique au fil du développement de cette crise. Mais après, je dois dire humblement que comme tout le monde, on ne savait pas où on allait. On ne savait pas trop ce qui se passait. Et puis, comme certains, j'ai relu La Peste. Mais après, pour constater que justement, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Puis on ne voyait pas passer les charrettes avec les cadavres devant nos fenêtres, quoi. Et le troisième auteur qui te vient à l'esprit? Bon, alors, moi, il y a un auteur que j'aimais beaucoup, mais je suis un peu éclectique. C'était Zola. Voilà. Et lequel de Zola? Germinal. Germinal de Zola, un livre que la plupart des collégiens connaissent. Bah oui, c'était un des grands classiques à l'école, puis ça m'a donné envie aussi d'en lire d'autres. Nous qui sommes avocats, toi notaire, par exemple, je crois que c'était La Terre, où on voyait que chacun s'ingéniait de son testament à créer un maximum de problèmes pour les générations après. Bon, mais ça c'était horrible. Mais disons, voilà, une autre horreur, celle des mines, mais avec quand même quelque chose d'intéressant, le développement du mouvement ouvrier, etc. Alors, ma secrétaire, qui appartient en même partie que toi, m'a proposé de prendre chaque fois une citation. Je le remontre une fois, le dictionnaire du diable, des petites mines de jouissance lettrée, on va dire. Et puis alors j'ai pensé, puisque tu as été procureur à un moment donné, de te proposer la définition, avec une petite réaction rapide, la définition du mot accusé. Accusé, donc, pour le dictionnaire du diable, c'est affirmer la culpabilité ou l'indignité de quelqu'un, le plus souvent en guise d'auto-justification pour lui avoir auparavant fait du tort. Ça t'a c'est quoi cette pique caustique? Bon, moi j'avais une vue plus simple, j'ai été 10 ans juge d'instruction. J'ai essayé de faire pendant cette période mon travail pour les victimes et pour les lésés. Donc j'essayais de ne pas y mettre justement d'aspect personnel, parce que je crois qu'un peu comme avocat aussi, si on commence à... On est utile aussi longtemps que ce ne sont pas nos propres sentiments qui viennent se mêler à notre travail. Alors peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de la justice, mais je pense ici, je me suis dit, on ne peut pas éviter l'actualité.
Et j'ai écrit une sorte d'édito il y a un jour en arrière où je me suis demandé si Ignacio Cassis devait pas appartenir à la France insoumise, parce qu'il y a tout disons, une sorte de furie rhétorique qui est en France maintenant au sujet du terme terroriste et de l'organisation terroriste, pour savoir si le Hamas est une organisation terroriste. Et donc, M. Cassis, il y a 2 jours en arrière, a dit que la Suisse ne pouvait pas se permettre de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Et puis je lis ce matin, je crois dans le Temps, un petit encadré où on dit que le Conseil fédéral était sur le point de considérer que le Hamas était une organisation terroriste, allant exactement dans le sens donc contraire du discours tenu par M. Cassis. La question que je pose, c'est quelle doit être... Je sais que tu es un fervent défenseur de la neutralité, comme Benjamin Roduit, que j'ai reçu ici, comme Cyril Fauchère, ton colistier, pour une neutralité active, positive, etc. Enfin, tout ce qui recouvre ce thème. J'ai envie de poser cette question qui est probablement très difficile, mais comme tu es conseiller national et tu représentes le peuple et que tu as court un tout petit peu vers le Conseil fédéral, quelle doit être la position de la Suisse sur cette question? Bon, déjà, moi je pense que la neutralité, c'est une affaire d'État. C'est une affaire de relation entre États. Alors typiquement, dans la guerre en Ukraine, c'est une guerre... Non, là, je parle bien d'Israël. Je fais une comparaison, justement. Bon, on a affaire à une guerre entre 2 États, entre 2 armées régulières. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est égal, c'est pas le sujet. La question du Hamas, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas un État. La Suisse a des activités par des ONG ou directement dans la zone de Gaza, essentiellement humanitaire à ma connaissance. Et puis c'est de ça qu'on nous parle quand on nous dit, parce que à 2 reprises en 2017 et en 2022, l'UDC avait déposé des interventions pour demander déjà que l'on qualifie de terroriste cette organisation. Et les 2 fois, on était tout seul à penser ça, à part quelques voix éparses. Et la réponse officielle, entre autres du Conseil fédéral, c'était de dire, si la Suisse fait ça, elle s'interdira donc d'être capable de parler avec les 2 parties, et ça aura des conséquences humanitaires, etc. Moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même avoir le courage d'appeler les choses par leur nom. Dans toutes les guerres, la guerre, c'est quelque chose qui est pas très beau, mais c'est comme ça. Et puis, justement, quand la guerre est menée par des armées régulières, il y a bien encadré, discipliné, il y a un peu moins de risques de dérives horribles, même si on a toujours, le mettant ce qu'il est. Là, c'est pas une armée régulière. Puis le Hamas croit pouvoir utiliser des méthodes. C'est quoi le terrorisme? C'est de répandre la peur, la terreur. Quand on s'en prend gratuitement, directement à des civils, c'est pas juste un effet collatéral d'un bombardement. Les victimes étaient directement, par exemple, les participants à un concert. Quand on promène des cadavres, apparemment, probablement démembrés, dans les rues, pour faire peur aux Israéliens, je crois qu'à un moment donné, il faut appeler les choses par leur nom et puis accepter que l'on qualifie cette organisation de terroriste. S'il s'agit des actions humanitaires menées par la Suisse directement ou par je ne sais quelle ONG interposée, ou des organisations internationales que nous finançons, la question, elle est pour moi assez simple. C'est si le Hamas, vis-à-vis de la population qu'il contrôle, veut prendre la responsabilité de refuser l'aide humanitaire suisse, je pense qu'il en est seul responsable vis-à-vis de sa population. Nous, on peut continuer à offrir nos services, je dirais, de financement, mais ce qui était en discussion depuis plusieurs années déjà, c'est que nous ne voulons pas, à l'UDC, puis apparemment il y a des nouveaux convertis depuis quelques jours, même le Conseil fédéral,
Nous ne voulons pas que notre argent serve à financer des actions terroristes. Donc maintenant au niveau de la nomination, parce qu'effectivement c'est Camus qui disait, hein, il faut bien nommer parce que si on ne nomme pas on ajoute un peu au malheur du monde. Bien nommer aujourd'hui c'est dire c'est un massacre terroriste et c'est une horreur terroriste et il ne faut pas refuser ce mot. Là il n'y a pas de doute dans ton esprit. D'accord. Et alors, comment je sais que tu suis la politique européenne, française également, comment tu vois j'ai envie de dire, ces joutes linguistiques, c'est terrible par rapport aux horreurs qu'on voit, ces joutes linguistiques qu'il y a entre crimes de guerre, terrorisme, crimes contre l'humanité, etc., sur lesquels se jouxte également une sorte de tonalité antisémite certaine, puisqu'on dit, dès l'instant où on dit aujourd'hui vive la Palestine, alors derrière il y a l'antisémitisme inscrit. Bon, dès qu'on parle d'Israël, dès qu'on parle du Proche-Orient, tout est compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est tout simple ailleurs, mais c'est quand même particulièrement compliqué. En France, ils sont en train de s'étriper, entre autres, avec la distinction entre sionisme, antisémitisme. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, l'État d'Israël, c'est un État comme les autres, qui a mené certaines actions qui méritent, qui peuvent légitimement être discutées et qui, à coup sûr, n'a pas fait toujours juste, si j'ose dire, avec les Palestiniens, parce qu'on a ce conflit dont on n'arrive pas à sortir entre deux peuples, finalement, qui revendiquent la même terre. Maintenant, ça n'empêche pas que les joutes qui ont lieu maintenant en France, elles mettent en lumière peut-être assez crûment les positions d'une certaine gauche qui est restée dans son romantisme de la lutte palestinienne, de même que de certains autres peuples d'ailleurs qui ont combattu pour leur indépendance. Et puis, le problème, c'est que ça fait peut-être l'économie d'un élément nouveau, c'est que le Hamas, c'est une organisation islamiste qui ne mène pas simplement un combat pour l'indépendance d'une Palestine ou des Palestiniens, mais qui mène aussi un combat pour l'islamisation. Et ça, c'est quand même un élément particulier qui était très marginal à l'époque de l'OLP, de toutes les organisations palestiniennes que nous avons connues dans notre jeunesse, à l'époque, si j'ose dire, du combat palestinien qui n'est pas terminé. Et puis là, il y a à gauche des gens qui en sont restés à ce combat-là, à cette espèce de romantisme anti-israélien. Et ces temps-ci, ces jours-ci, ils sont un petit peu dans la difficulté. Moi, je l'ai constaté en séance de commission, puisqu'on a eu une proposition de motion de l'UDC, une proposition de postulat qui venait d'un collègue du centre, et puis il a fallu la pause entre quelques objets pour forger quand même ça c'est quand même assez particulier, une unanimité au sein de la commission, y compris avec la gauche, alors même, c'est pas qu'on s'était échangé des noms d'oiseaux, mais enfin, c'est la réalité, il y a à gauche, encore ces jours-ci, des gens comme Molina, en Suisse alémanique, etc., qui aujourd'hui encore pensent devoir soutenir le Hamas en voyant à travers lui le combat du peuple palestinien. Puis ça, je pense que ça devient problématique, et donc même le Conseil fédéral l'a aujourd'hui, enfin hier, à vrai dire, reconnu. Il y a encore une dernière question sur ce sujet, parce que naturellement je ne pensais pas l'aborder, mais comme j'ai un conseiller national en face de moi, puis on a une question internationale, il y a aussi cette polémique en disant c'est une sorte d'horreur linguistique ou je ne sais pas quoi, de dire aujourd'hui cessez le feu. Dire cesser le feu aujourd'hui, c'est tout simplement inaudible. Comment tu te positionnes par rapport à ça?
moi je pense que ce n'est pas inaudible de dire cesser le feu. Il faut voir à quelles conditions, parce que si le feu ne cesse pas, on va au-devant, on ne sait pas de quoi, mais dans le massacre. Parce que la réalité aujourd'hui, alors je ne sais pas comment il faut dire ça, quand on attaque l'Empire, l'Empire contre-attaque, les Israéliens s'estiment en état de légitime défense. Il y a des horreurs objectivement qui ont été commises contre des Israéliens. Et puis aujourd'hui, bon, on a 2,5 millions de Palestiniens qui sont concentrés dans cette petite enclave et puis qui sont coupés d'eau, électricité, gaz. Voilà, on ne sait pas où on va aller. Et puis la suite, c'est quoi? C'est raser la bande de Gaza? On ne sait pas. Donc, je suis pas. De toute façon, tout ce qui se passe ces jours, ça va encore attiser la haine. Ça, c'est absolument certain. La haine à l'égard d'Israël, de la part de certains groupes, la haine à l'égard de l'Occident. On ne sait pas toujours très bien ce que c'est que l'Occident, mais voilà, il y a toujours eu une identification entre les intérêts d'Israël, une forme d'identification entre les intérêts d'Israël et ceux des États-Unis. Et puis là, je pense que c'est très dangereux. Puis si on ne veut pas laisser la situation trop dégénérer, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient quand même la paix dans un coin de la tête. Le cessez-le-feu d'abord. La paix, on ne l'a jamais trouvée là-bas, mais le cessez-le-feu dans un coin de la tête, parce que nommer le Hamas pour ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation terroriste, c'est une chose, mais de fait, il occupe une position dans la bande de Gaza qui fait que c'est devenu, parce qu'on l'a laissé faire, l'interlocuteur. Alors, moi, je lui conteste la légitimité d'un État. Ça n'empêche pas qu'il faudra bien essayer de trouver une solution déjà provisoire. Et puis la première solution provisoire, c'est d'essayer de donner la chance à un cessez-le-feu, avant même qu'il soit question de paix. Comme on est en élection nationale, le thème numéro 1, c'est celui de la santé. Et il y a, semble-t-il, donc chaque parti a sa solution, personne s'entend, c'est un peu le brouillard, et on voit sur certains points que l'UDC peut même rejoindre les socialistes, etc. Finalement, on pose cette question au Conseil national, puisque c'est le thème numéro 1. Franchement, est-ce que on est voué à cette continuation d'augmentation des primes? Est-ce qu'il y a une solution? Moi, j'ai compris que la tienne, c'était d'agir sur l'écoute. Mais franchement, est-ce qu'il peut y avoir une volonté commune? Et puis, est-ce que c'est pas, finalement, la question fondamentale que je pose, est-ce que c'est pas une obligation de la représentation nationale, qu'est le Conseil national, le Conseil d'État, de trouver, parce que c'est quand même la force de la Suisse, c'est le consensus, c'est qu'un socialiste il peut parler à un UDC, puis finalement arriver à une solution, etc. Et là, on se dit que pour des raisons, on va dire, entre guillemets, corporatistes, ça devient complètement impossible de faire marcher ce consensus et ce compromis national. Alors, dans quelle voie on doit se diriger? Moi, je pense aussi qu'on doit se diriger vers celle du consensus. Et puis, je pense qu'on est obligé d'accepter de briser certains tabous. Un tabou, moi je l'ai déjà brisé, c'est celui de la caisse unique. Je ne suis pas socialiste, c'est un principe connu. Mais on ne peut pas dire que le système actuel ait fait ses preuves. Sans ça, on n'en serait pas là. Si c'était le cas, on n'en serait pas là. Donc, il faut maintenant mettre toutes les solutions sur la table. Alors, on a des initiatives populaires, on a une initiative qui vient du Parti socialiste pour limiter les primes à 10%. Mais on voit bien qu'en faisant ça, on n'agit absolument pas sur les coûts. Donc, on voit bien qu'on traite le problème à la surface, ce qui n'empêche pas il ne faut pas perdre de vue l'objectif qui est de soulager. Il y a des gens dans ce pays qui travaillent, pour des couples qui travaillent parfois même tous les deux, et qui n'arrivent plus à payer ce genre de facture. Alors, il y a les subventions, etc., mais on peut dire que le système, il est au bout. Et
un problème, c'est si les gens, et je pense qu'on en est là aujourd'hui, commencent à perdre confiance dans la capacité du système à opérer des réformes vraiment efficaces et de nature à soulager ceux qui payent. Parce que le problème, parfois ceux qui ont vraiment de la peine et qui reçoivent des subventions, peut-être qu'ils s'en sortent, mais il y a ceux qui ne reçoivent juste pas les subventions. Ça, c'est peut-être ceux qui vivent parfois les situations les pires. Il y en a beaucoup trop dans ce pays, puis on doit absolument faire quelque chose pour eux. Et je comprends très bien que ce soit devenu dans ces espèces de hit parades, si on peut dire, de préoccupation des Suisses, que ce soit devenu la préoccupation numéro un. Et donc on doit explorer toutes les voies. La caisse unique, il y a plusieurs voies. Il y a le mastodonte fédéral qui serait vraiment la caisse unique, une seule au niveau fédéral. On parle aussi certains de caisses uniques cantonales. La question, c'est, s'agissant d'une assurance obligatoire, c'est quand même une assurance sociale, l'assurance maladie. Et je pense qu'il est bien que ça reste ainsi, parce que moi, je reste attaché, même sans être socialiste, à une idée de solidarité qui est quand même au centre de la LAMAL. La LAMAL, elle a sans doute échoué à bien des égards, mais si on devait l'acheter, si on regarde le bain et le bébé, ben moi je pense qu'il y a quand même un bébé qu'il ne faudra jamais jeter, c'est celui de la solidarité entre ceux qui ont les moyens de s'affranchir des assurances sociales et ceux qui clairement ne les ont pas. Et il y a aussi une chose qui doit changer, que nous devons changer à Berne, ça c'est un des défis, moi je dirais du tout début de la législature, c'est que qu'est-ce qu'on va faire entre autres avec les nouveaux élus ou réélus? On va reconstituer ou reconstituer les commissions, dont celle de la santé, du national et des États. C'est plus acceptable qu'il y ait là-dedans autant de représentants de si gros lobbies, parce que, à l'évidence, c'est un facteur qui freine les réformes nécessaires et qui parfois empêche, à cause du dogmatisme que ça entraîne, qui empêche, je reviens à ce qu'on disait, à savoir la nécessité de se parler et de rechercher ensemble des solutions pour tout le monde, parce que l'assurance maladie, ça concerne tout le monde. Il y a des assurances qui, dans l'immédiat, ne concernent pas tout le monde. Là, par exemple, l'AVS, ça concerne tout le monde. L'assurance maladie, ça concerne tout le monde, et c'est notre devoir de rechercher des solutions. Et là, je pense qu'on doit s'affranchir absolument de l'influence, ou de cette influence-là de ces groupes d'intérêt dans les commissions. Il me semble, je ne sais pas si je commets une erreur, que tu appartiens à la commission des institutions de la politique, c'est ça, au niveau... J'y appartenais, j'y ai passé 6 ans, puis je suis passé de là aux affaires juridiques, et puis je suis à la politique de sécurité. Justement, je dirais, sur la dernière législature, quelles sont les marques que Jean-Luc Ador a pu donner, soit à l'intérieur des commissions, soit en plénum? Bon, puisqu'on parle de ça, moi j'ai collaboré à certaines actions justement en vue de réformer les commissions et de résoudre ce problème-là, qui est un vrai problème institutionnel. Faudra trouver une solution peut-être un peu nuancée, parce que moi je ne pense pas que par exemple, les conseils d'administration soient quelque chose de sale ni d'indésirable. Pour un politicien de milice, ça peut être une occasion d'acquérir une expérience qui, incontestablement, peut être utile pour contribuer à trouver des solutions dans des commissions, parce que ça permet d'avoir une connaissance qu'on ne peut pas avoir forcément autrement de certaines réalités, parce que sans ça, on dépend entièrement de l'administration, ce qui, soit dit en passant, est un autre défi, c'est l'influence de l'administration, pas de l'exécutif, pas du Conseil fédéral, de l'administration. Des fonctionnaires fédéraux. Exactement, sur le Parlement, parce que là, la séparation des pouvoirs, elle existe dans les livres de Montesquieu, mais c'est souvent compliqué pour des politiciens de milice de régater contre des gens qui s'occupent de certains sujets à longueur de journée, qui sont des professionnels de la question. Donc, il faut être indulgent, puis c'est, je pense, plutôt une bonne chose. Mais là,
avec la caisse maladie, on est en bout, il faudra trouver une solution. Sur ça, je donne quelques exemples. Moi, je me suis engagé particulièrement au sein de la commission de politique de sécurité pour faire essayer de faire remonter en puissance notre industrie de la défense, parce que pour moi, c'est une chose de faire remonter en puissance notre armée, mais il faut aussi voir la chose à long terme, et puis l'autonomie, l'indépendance absolument complète, elle n'est pas possible. On n'est plus capable de construire tout seul un avion de combat moderne, ni même un char de combat moderne, etc. Par contre, on peut développer aussi des capacités de niche pour se rendre indispensable et puis trouver une place sur le marché qui nous permette d'assurer de ne pas être entièrement dépendant de puissances comme typiquement on voit maintenant les États-Unis. Donc ça, c'était aussi un de mes combats au sein de la commission de politique de sécurité. Et puis alors, si ton mandat il est reconduit pour les 4 prochaines années, à part le problème de la santé, ça serait quoi tes objectifs et tes prochains intérêts? Alors, mon slogan, c'est pour un Valais plus fort. Ça peut paraître prétentieux. Moi, je pense que, bon, il y a différents enjeux dans la politique suisse. Alors, il y a des enjeux, on va dire, vraiment thématiques, comme l'assurance maladie. Ça concerne vraiment tout le monde, presque de la même manière. Bon, il y a des différences de tarifs, etc., qui parfois sont discutables, on n'est pas dans le détail. Par contre, il y a des grands enjeux, moi je dirais, pour simplifier, plaine, montagne, ville, montagne, qui ont toujours existé, mais enfin qu'on identifie parfois un peu plus brutalement depuis quelques années sur certains sujets comme l'aménagement du territoire, l'environnement, l'énergie, les transports aussi. Et puis là, il y a des enjeux vraiment importants parce que moi je ne dis pas que j'ai été élu jusqu'ici et je serai peut-être réélu par des Valaisannes et des Valaisans, des personnes qui sont attachées légitimement à ce canton et puis à défendre des intérêts de ce canton aussi. Puis ces intérêts, ils ne sont pas les mêmes que ceux des grandes villes du plateau, que ceux des Uriquois, des Genevois, des Balois, etc. Et ça pour moi, c'est vraiment une ligne, une sorte de fil rouge qui a déjà... Est-ce qu'on peut dire que les communes, en fait, aux 10 élus valaisans qui seront à Berne pour la prochaine législature, est-ce que les mots que tu viens de prononcer, est-ce que finalement n'auraient pas pu l'être par chacun des candidats aujourd'hui? Alors, ils auraient dû l'être. Ils auraient dû l'être, parce que c'est vrai, il faut rester modeste. Ce travail-là, c'est un travail d'équipe. Moi, je pense qu'il y a des problèmes qu'on n'a pas résolus. Encore une fois, typiquement l'assurance maladie, moi je pense aussi le régime des retraites, je pense qu'on a... Ça joue pas, le résultat de cette législature. Par contre, on a obtenu des résultats importants pour le Valais, pas que pour le Valais, mais aussi pour d'autres cantons dont les intérêts sont... Dans quel domaine? Alors justement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'énergie, on peut parler du loup, alors ça déplaît encore à certains, mais je crois qu'on a réussi certaines avancées qui pour moi sont dans l'intérêt du Valais. Alors bien sûr, on n'a pas tous la même conception de l'intérêt du Valais, mais si on a réussi à ça, c'est que globalement, on était quand même, moi je dirais, une relativement bonne équipe. Il y en a qui pensent qu'il y a moins de stars qu'il fut un temps. Suivez mon regard. Mais je ne suis pas sûr, j'en parlais avec un collègue comme Bert Rieder, je ne suis pas sûr qu'on ait à rougir à l'heure du bilan. Parce que le bruit qu'on peut faire ou non dans les médias, ça c'est une chose. Mais après, les gens doivent aussi pouvoir nous juger sur la manière dont ça se traduit dans la réalité, parce qu'on est capable d'amener ou non au canton. Donc c'est vrai que ça peut paraître peu original, mais je reste persuadé que c'est quelque chose d'essentiel, même si c'est, encore une fois, un peu un travail d'équipe, parce qu'il y a une chose qu'on peut dire, c'est que
Bon, moi je pense qu'il y a deux éléments dans l'action politique. Moi je suis UDC, j'assume parfaitement évidemment cet engagement parce que je m'y reconnais pour toutes les questions essentielles, relations avec l'étranger, immigration, défense de notre identité, de notre civilisation. Mais ça c'est un peu le cadre, je vais dire le cadre, on pourrait dire idéologique. Et puis dans ce cadre, je suis l'élu d'un canton. C'est comme ça que je conçois la chose aussi. Et puis c'est ça qui nous amène parfois à prendre quelques libertés avec les consignes de vote du parti. Et j'ai l'honneur d'avoir figuré à un moment donné relativement en tête du hit-parade des parlementaires, alors que certains jugeaient les plus indisciplinés. Puis j'avais eu l'occasion de dire que sur les questions fondamentales de mon parti, je défiais qui que ce soit de me prendre une seule fois en défaut. Par contre, quand j'ai pris des libertés, et j'y vois le signe que je m'honore d'être un homme libre, ben quand j'ai pris des libertés, c'était pour, je dirais, plutôt pour le Valais et les intérêts des Valaisiens. Il y a une question qu'on demande, que je pose aux gens qui viennent de l'extérieur, aux conseils nationaux que je rencontre, c'est la suivante. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas conduit, c'est un vous global, pendant la législature et dans votre carrière, par des intérêts personnels qui se transforment en intérêts publics, justement, juste les 2 mois qui précèdent dans le discours? Finalement, est-ce que ce qui motive l'homme politique, c'est pas plus ses intérêts personnels que l'intérêt de la cité? Non, je pense pas. Peut-être pour certains, mais je pense honnêtement que c'est une minorité. Parce que quand je vois ce que ça représente, notre activité, comme sacrifice sur notre vie professionnelle, sur notre vie familiale, sur notre vie personnelle, sur nos loisirs ou ce qu'il en reste, bah, je me dis que si on faisait ça que par intérêt personnel, il faudrait être quand même... moi je pense qu'il faut une autre motivation, et puis alors, c'est surtout pas non plus l'argent. C'est une toute petite minorité qui gagne vraiment de l'argent par des mandats politiques. Moi, ce que je peux dire, c'est que si je voulais gagner de l'argent, je ferais surtout plus de politique, surtout plus. Et je me concentrerais sur mon activité d'avocat ou sur toute autre activité qui permet de gagner de l'argent. Donc, j'espère que, par exemple, dans mon cas, mais alors, j'aimerais prendre la défense, pas de la corporation que nous sommes, si j'ose dire. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de mes collègues aussi qui sont animés par autre chose qu'un intérêt purement personnel. Bien sûr, nous ne sommes que des mortels. Bien sûr qu'il y a toujours un petit côté, peut-être qu'on peut être tenté d'essayer de se mettre en avant, d'avoir sa petite gloriole à l'occasion. Mais je crois que fondamentalement, l'immense majorité de mes collègues, dont je m'honore de faire modestement partie, nous essayons d'être à l'écoute des gens, au service des gens, parce que c'est une activité d'abord de service. Et puis, les gens, tous les 4 ans, nous jugent, et puis la confiance, ça se mérite. Et puis alors là, ça c'est une chose qui est sûre, ça se mérite plus de 2 mois avant les élections. Ça commence, la confiance, elle se construit, puis elle commence à se construire le jour ou peut-être le lendemain de l'élection. Alors j'étais en prison ce matin et puis j'ai vu un agent de détention et je lui ai dit voilà, je vais rencontrer Jean-Luc Ador, est-ce que vous auriez une question à lui poser? Et il m'a dit oui, j'ai une question à lui poser, c'est comment il fait avec son activité, ça rejoint un peu ce que tu disais, pour aller encore voir ses détenus en prison. En somme, comment tu trouves du temps pour également aller en prison? Bah, c'est une question d'organisation. Et puis c'est le devoir d'un avocat quand un de ses clients est détenu. Alors pas d'aller lui tenir la main tous les jours, si j'ose dire, mais peu importe qu'on fasse de la politique ou pas, c'est comme ça. Mais il faut savoir aller quand c'est nécessaire. Alors, il y a des étapes, des procédures toujours dont il faut discuter.
Et puis, il faut aussi, moi je dirais, sentir quand le client a besoin. Parce que moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis qu'un modeste avocat, mais ça fait partie du métier. Il y a tout un aspect humain dans ce métier qui va tout à fait très au-delà de questions strictement juridiques. Puis des fois, on sent que notre client va mal. Et puis quand on sent ça, c'est notre devoir. C'est aussi l'honneur de la profession que d'avoir ce côté, on va dire, un peu social, il ne faut pas le cacher. Comme nous sommes tous les deux avocats, nous pratiquons, toi tu as encore cette expérience interne au ministère public, au juge d'instruction, etc. Alors je ne peux pas me refuser cette question de savoir comment tu as vécu, on va dire, je ne sais pas s'il faut utiliser un mot un peu bateau, je dirais, dysfonctionnement du ministère public, et on sent qu'avec des départs et des modifications, etc., moi, ma position personnelle, et je parle de l'ensemble de l'institution, et je disais souvent à Oskar Freisinger, il y a un point qui est en commun, c'est qu'on pense que les institutions suisses sont quelque chose de bien, et qu'on pourrait même vendre à l'extérieur. On viendra peut-être après un tout petit peu sur l'Europe. Alors, je ne pense pas que c'est un problème c'est pas un problème, je pense, de structure. Je pense que c'est plutôt un problème de personne, et qu'il faut avoir un caractère pour être dans la partie la plus difficile du métier de la magistrature, c'est celle des instructions, des procureurs, etc. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être lié à un manque de flair dans le choix des personnes à un moment donné où on est dans cette situation-là. Comment tu vois ça? Ou bien c'est des critiques exagérées que le système est tellement bien qu'on doit le perdurer. Bon, si le système fonctionnait tellement bien qu'on doit le laisser aller comme ça sans changement, ça se saurait parce que justement il y a eu beaucoup de problèmes. Et je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de problèmes, plus de personnes qui n'étaient pas forcément à leur place que de structures. Parce que est-ce qu'on peut dire qu'il faut déjà avoir un tempérament particulier? Moi j'appelle ça une vocation pour faire ce métier, et que tout le monde n'a peut-être pas la force, l'aplomb, si vous voulez, comment dirais-je, un trait de caractère. Ça fait aucun doute. Ça fait aucun doute. C'est une activité tout à fait particulière, dans laquelle on n'est pas soumis au même compte. Nous sommes soumis à des contraintes quand même on doit payer du personnel. On ne peut pas juste avoir une activité purement idéale, etc. L'instruction pénale, qui est maintenant du ressort du ministère public, moi j'étais à une autre époque, il faut, moi je pense clairement, il faudrait identifier chez le candidat un certain tempérament. Alors on a cru trouver une solution avec le Conseil de la magistrature. Je ne cache pas que pour l'instant, je reste un peu sur ma faim quant à l'efficacité du système. J'en étais partisan. Je me suis engagé pour ça. Donc je dis ça vraiment en toute humilité. Mais je reste sur ma faim quand je vois les premiers résultats. Moi, je vois qu'on fait des assessments. Ce qui en ressort, à mon avis, ça n'a que peu à voir avec les qualités comme... J'ai été 10 ans juge d'instruction, j'ai la modeste prétention d'avoir 2-3 idées sur ce que c'est que ce métier, même s'il a changé. J'ai l'impression que ce qui en sort, ça a assez souvent peu à voir avec les vraies exigences de l'activité quotidienne d'un procureur. Moi, ces gens qui font des assessments, puis qui n'ont jamais vu un prévenu de leur vie, ou un policier, parce que c'est une petite équipe, hein. Je veux dire, il y a l'équipe, on va dire, de tel ou tel office du ministère public, mais sans ça, on a un magistrat qui est seul avec sa secrétaire, et puis les policiers. Et puis c'est là qu'il doit y avoir une petite alchimie, et puis moi je pense et puis se mêle à ça évidemment de la politique. Alors,
c'est une vue de l'esprit d'imaginer que la politique puisse rester complètement à l'écart, mais c'est sûr que si elle est trop présente, ça peut des fois empêcher de trouver les bonnes personnes. Et je pense, j'ai la faiblesse de penser que les prochaines élections judiciaires, elles sont marquées par certains éléments de type de politique politicienne. J'espère que le Grand Conseil, à travers ces questions de politique politicienne, saura identifier les personnes, parce qu'en toute simplicité, il s'agira d'élire le patron et son adjoint ou son adjointe. Ouais. Mais alors moi, j'ai écrit là-dessus, etc. C'était pas que j'étais dans le mode populaire, de manière, etc. Mais je dis, à un moment donné, pour briser, non pas la structure, mais la qualité du choix, finalement, j'ai envie de dire, la politique criminelle, c'est de la politique. C'est-à-dire, c'est pas indifférent, et je crois que tu es un des mieux placés pour savoir d'aller poursuivre tel type de délinquance, tel autre, etc. Donc c'est vraiment de choix de société, parce que les ressources, elles sont limitées, c'est comme dans le champ de la santé, et on doit les utiliser de manière, disons, par rapport à une situation valaisanne, etc. Et alors, j'en étais arrivé à la conviction, qui a été balayée par la Constituante, parce que personne ne s'est penché sur la question, je crois, que ces deux personnes devraient être élues sur un base de programme et devraient parler à la population et dire, ben voilà, moi je m'autorise à être procureur général, je m'autorise à être l'adjoint du procureur général et je me soumets au vote populaire. C'est quoi ta position par rapport à ça? Alors, l'adjoint, ça me semble excessif, mais le patron, c'est lui qui doit incarner. D'accord, je suis d'accord. Qui doit incarner, moi je crois aussi à une politique criminelle. Jusqu'ici, en Valais, ça semblait être un gros mot. Je me souviens, j'avais posé la question à l'actuel procureur général en commission il y a quelques années, quand j'étais encore au Grand Conseil. Ma question, c'était quelle est la politique criminelle? Et la réponse qui m'avait été donnée, c'était qu'en fait, on poursuit toutes les infractions. Donc on sait que cette réponse-là, elle est fausse, par définition. C'est tout faux. C'est tout faux. C'est impossible. Ouais, c'est impossible. Voilà. Ouais, tout le monde sait qu'on n'a pas assez de procureurs, pas assez de policiers, pas assez de secrétaires, pas assez de... Donc c'est impossible. Donc on doit effectivement, c'est comme en politique. L'art de la politique, bon, c'est de s'occuper des intérêts des gens, en l'occurrence des lésés, des personnes âgées, des jeunes, etc. Mais de trouver un chemin en fixant des priorités, parce que sans ça, et c'est ça une politique tout court, et c'est ça en particulier une politique criminelle, c'est avec des moyens, tu l'as dit, que nous savons limiter, comment faire au mieux. Et à Genève, les Genevois, ça vaut ce que ça vaut leur système, mais le procureur général est élu, alors théoriquement en votation populaire, et puis il y a eu des époques où il y avait des vrais programmes. On avait par exemple, à l'époque où j'étais juge d'instruction, on avait Bernard Bertossa qui s'était fait un nom en pensant qu'à Genève, on devait être capable de lutter contre la criminalité économique de grande ampleur, etc. Et puis après, son successeur, sauf erreur, c'est quelqu'un qui avait proposé d'opérer une sorte de changement de paradigme, et puis de dire, ben voilà, c'était tolérance zéro pour la petite criminalité. Ben ça, ce sont deux vrais programmes qui, si on les met en comparaison, peuvent donner lieu à une vraie campagne, et il n'y a pas de sacrilège à ce que la population se voit offrir un peu de choix. Donc on voit, nous on est confrontés à ça tous les jours, avec des clients tous les jours qui nous disent pourquoi ça n'avance pas, etc. Je crois que c'est un constat général, que le cancer de la justice, c'est l'absence de célérité, de manière générale. Ça, je crois qu'on est tous d'accord. Est-ce qu'il faudrait faire une amélioration financière au niveau des ressources? Est-ce que les budgets, ils sont trop bas? Bon, ça dépend ce qu'on entend par budget trop bas, ça dépend quel est l'objectif. Je sais pas. Est-ce qu'on doit payer mieux? La question, c'est est-ce qu'on doit payer mieux les procureurs?
Non, alors je ne sais pas si, naturellement qu'eux, individuellement, ils diraient oui, mais oui. Je crois que ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a chez certaines parties, sections des institutions judiciaires, une volonté de dire il nous faut plus de personnel, etc. Alors, il y a une nouvelle organisation qui a été proposée, qui a été se faire accepter récemment par le Grand Conseil, qui va évidemment coûter un peu d'argent, qui a pour objectif, si j'ai bien compris, d'essayer de décharger les procureurs de toute une série de tâches plutôt de type administratif. Ça, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'évidemment, l'objectif, ce serait, pour tous les métiers d'ailleurs, pour les policiers, c'est la même chose, on les surcharge constamment. Ça, c'est lié aussi à l'actuel code de procédure pénale, qui a apporté une augmentation, à mon avis, de tâches administratives. Donc tout ce qui va dans ce sens-là, c'est déjà une bonne chose pour leur permettre de se concentrer vraiment sur leurs tâches d'instruction, puis sur les décisions. Parce que, alors c'est ça, dans différentes matières, quand on parle seulement d'argent, il y a toujours des heureux, des pas heureux, des malheureux, mais on fait peut-être peu de dégâts. Dans l'instruction pénale, dans certains domaines, prendre la décision d'incarcérer ou non une personne en détention provisoire, ça peut signifier son arrêt de mort professionnel, voire social. Donc ce sont des décisions lourdes, et puis pour ça, il faut avoir l'esprit libre. Et puis, enfin, c'est ça le métier, c'est aussi définir une stratégie d'enquête, parce que l'enquête, c'est pas, on va pas, si on veut être efficace, on va pas au petit bonheur la chance. Voilà, donc ça c'est vraiment le travail. Ma position, quand on parle de la vocation, on ne peut pas tirer des traits psychologiques, c'est difficile de définir, etc. Mais par exemple, j'ai envie de dire que la technique d'enquête, c'est-à-dire le flair d'enquête, dans quelle direction on va, c'est inné. C'est-à-dire que, je prends souvent cet exemple, si on mettait une scie à bois dans les mains pour faire des charpentes ou je ne sais pas quoi, la charpente elle tomberait parce que je n'ai jamais eu cette qualité d'agent manuel. Et j'ai envie de dire que c'est la même chose. Quand on traite de l'humain, il n'y a pas tout le monde qui est bien avec autrui, parce que souvent il n'est pas bien avec lui-même, et que s'il n'est pas bien avec lui-même, il y a un moment donné où il ne sentira pas dans quelle direction il faut aller, et puis il n'arrivera même pas à comprendre, on va dire, ce qui lui est dit par des a priori internes que nous avons tous, je ne veux pas dire, mais qui sont tellement marqués chez certains que là, ils n'ont pas la capacité, normalement, à exercer ce métier, comme moi, je serais un terrible menuisier. Non, mais tu as raison, puis je pense que tu as lâché les mots qui sont vraiment au centre de l'activité, l'humain. Ça, c'est le... Donc, on est beaucoup à travailler avec l'humain, mais c'est vraiment au centre de cette activité. Mais il faut aussi l'esprit de décision. Alors, c'est pas forcément facile à identifier, mais en tout cas, j'ai la conviction que la voie qu'on a choisie avec ces assessments, etc., pour toutes les fonctions, ça va à l'encontre. En tout cas, on n'en a pas vu sur le terrain. Nous sommes les deux sur le terrain. Je pense qu'on peut dire tous les deux qu'on n'en a pas vu les résultats. Donc, il faut revenir à des choix qui sont faits par des personnes qui... Il faut qu'il y ait des personnes qui connaissent le métier. Oui, toi, tu connais mieux le monde militaire que moi, je n'en ai aucune connaissance, mais intuitivement, je me dis qu'il y a certains officiers qui ont une qualité pour être dans l'état-major et qu'on ne voudrait jamais sur le terrain au combat. Et j'ai envie de dire que c'est exactement la même chose dans la profession qui est la nôtre, notamment dans le droit pénal, et que si tout d'un coup on a un chef des armées qui ne se sent pas à l'aise sur le terrain pour conduire ses armées, alors on arrivera à une sorte de gabegie nationale, quoi. Bien sûr. Donc là, on partage le même point de vue. Alors là, je me suis écarté un peu de mon petit plan, mais je veux revenir à une question. Tu es très actif dans Protel, etc. Et c'est cette question bateau. On voit ce qui se passe aux États-Unis avec la prolifération des armes, etc. Est-ce que ça ne te pose pas un problème
de tenir ses positions en Suisse, qui est un pays quand même tranquille, de sécurité, etc. Et de se dire, parce qu'on dit, voilà, nous, miliciens, on a notre âme chez nous, mais on sait très bien qu'elle est à la cave, on ne la sort pas, etc. Est-ce que tu crains pas de devoir participer finalement à quelque chose qui est pas bien finalement? Non, pas du tout, je m'honore au contraire de participer à quelque chose qui est très bien. Et Protel, c'est quoi? Alors, Association pour un droit libéral sur les armes. Mais Protel, c'est quoi? On dit c'est le lobby des armes. Non, c'est pas le lobby des armes. Nous, notre propos, c'est comme je disais avant, l'humain. Notre propos, c'est pas de nous occuper de morceaux de ferraille. Les armes, c'est ça finalement. Notre objectif, c'est d'être le lobby de la liberté. Et ce qui est au centre de nos préoccupations, ce sont, dans un domaine particulier, les libertés et les droits des citoyens libres face à l'État. Et c'est chaque fois de cette manière-là, dans ces termes-là, que les problèmes se sont posés, entre autres en 2019, quand il s'agissait d'accepter ou de refuser un durcissement de la loi sur les armes qui nous était imposé par l'Union européenne, qui nous amenait pour moi absolument rien en termes de sécurité publique et qui a seulement restreint des droits et des libertés ancestraux. Maintenant, les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays tout à fait particulier, qui a une histoire tout à fait particulière. Nous avons la nôtre. Moi, je suis le président, j'ai l'honneur d'être le président de ce lobby de la liberté en Suisse. Et puis en Suisse, nous avons la chance, de différentes manières, entre autres, c'est entre autres lié à l'armée de milice, d'avoir une certaine culture des armes. Mais dans la culture des armes, il y a le respect de ce que c'est qu'une arme, c'est-à-dire un objet qui, évidemment, par sa destination, est dangereux. Et puis, ça a des conséquences en termes d'instruction. Il y a des choses qui s'apprennent. Et puis, c'est ça que nous cultivons. Et puis, c'est ça qui fait que la Suisse, qui est à coup sûr au monde un des pays où il y a le plus grand nombre d'armes en circulation, je parle des armes légales, même de quelques-unes qui sont peut-être toujours pas enregistrées, et qui, malgré ça, est un des pays où il y a bien sûr qu'il y a parfois des incidents, des accidents, des crimes, et c'est toujours malheureux, mais c'est nous qui en avons proportionnellement le moins. Et ça, c'est justement lié à cette culture des armes, à cette culture de la liberté. Donc c'est lié à l'armée de milice, au tir obligatoire, au tir en campagne, aux traditions du tir sportif. Parce qu'on y cultive le sens de la liberté, mais aussi le respect. Alors le respect de ce que représente, pas le respect de l'arme, le respect de ce que représente une arme, et par conséquent le respect de soi-même et d'autrui. Est-ce que on a 10 candidats du Conseil national qui sont là, et on se dit il n'y a pas une rotation. Est-ce que le bon fonctionnement du système institutionnel suisse sur le plan législatif ne voudrait pas que Jean-Luc Ador ne soit pas élu et que l'un de ses colistiers nouveaux qui ont beaucoup de volonté d'apparaître là-dedans, soit M. Delaloy, soit M. Faucher, puisse te succéder déjà maintenant, puisqu'on sait de manière à peu près certaine que vous n'aurez pas 2 candidats élus. Est-ce qu'il n'aurait pas été sage finalement de se dire j'ai fait un certain nombre d'années au Palais fédéral, et puis pour cette rotation qui est toujours bonne pour la démocratie, je laisse ces deux se battre pour mon poste. Alors, d'accord d'abord avec l'idée que nous ne sommes pas éternels et que nous ne devons pas l'être. Si les citoyens et les citoyennes valaisans pensent que c'est le moment pour moi cette année, ils me le feront savoir, on saura ça le 22 octobre. Maintenant, je parle de mon parcours personnel. J'achève maintenant ma 2e législature. 8 ans, c'est déjà pas mal, hein? Oui, c'est déjà pas mal, bien sûr, mais il faut quand même se dire une chose. J'avais beau avoir
dans les jambes, si j'ose dire, 10 ans de grand conseil, dont 8 comme chef de groupe. Donc j'avais l'expérience d'un Parlement, mais je n'avais pas l'expérience du Parlement fédéral, qui est quand même une expérience à certains égards assez nouvelle. Le fonctionnement est différent, c'est quand même plus professionnel, parce qu'on se rapproche, on reste des... Enfin, il y a de moins en moins de vrais miliciens, mais j'en suis un, je ne suis pas le seul, heureusement, parmi les élus valaisans. Mais moi je dirais pendant la première législature, alors on n'a pas 4 ans pour apprendre. Si après 4 ans on n'a pas réussi à trouver une place, pas sur le chemin. Là il faut arrêter déjà après 4 ans. C'est ce que certains ont fait. D'ailleurs la dernière fois, c'était peut-être une bonne chose. Pendant la deuxième législature, moi je pense que là on peut vraiment mettre à disposition tout le potentiel que j'espère on a. Et puis, peut-être que la troisième législature, c'est celle, si on veut pas, mon objectif, c'est pas de m'incruster, parce que je sais que j'ai aussi la responsabilité, c'est bien, parce que nous avons une relève dans mon parti, c'est une chance pour nous, mais c'est une chance pour le canton surtout, pour moi. Donc, si on s'incruste, on tue la relève. Donc, je sais que c'est aussi mon devoir de réfléchir à la relève et de lui laisser la place le moment venu. C'est pour ça que mon objectif... Mais je pense, non, je vais quand même jusqu'au bout. Alors, je pense que 3 législatures, c'est quelque chose, c'est une durée qui est jugée un peu dans tous les partis comme quelque chose de normal. Par exemple, Maurice Tornet, c'était, sauf erreur, le premier conseiller d'État PDC à ne pas faire 3 législatures. Dans des circonstances. Oui, dans des circonstances tout à fait particulières. Mais voilà, quelque part, c'est peut-être la 3e législature, si c'est la dernière. C'est une législature pendant laquelle on ne pense plus à la nécessité de se faire réélire. Et puis on peut essayer de donner sa pleine mesure sans jamais plus aucune pensée de contingence électorale. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement précieux, parce que autant il est bon qu'il y ait une circulation, si on peut dire, n'exagérons rien, une circulation des personnels, autant un facteur qui peut être fâcheux pour les gens, c'est quand leurs élus ont pour préoccupation non pas d'abord d'être à leur écoute et d'essayer de servir leurs intérêts, ou de porter à Berne en l'occurrence leurs préoccupations, mais que tout ça c'est un petit peu perturbé par les longueurs d'onde sont un petit peu brouillées par des contingences électoralistes. Ça, c'est la faiblesse du système. Et justement, si on sait que ça pourrait être la dernière, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement précieux qu'on peut proposer à nos concitoyens. Alors, pour terminer cette émission, je voudrais juste, comme on a commencé par 3 livres de Jean-Luc Ador, je voudrais juste présenter 2 livres dans la collection BSN. Le premier, c'est Le gouffre du cafard de Dunia Miralles. C'est sur la spéléologie et le harcèlement scolaire. Je vous laisse deviner les similitudes et les analogies. Et puis le second de Paul Manja, Côté rue, 4e édition chez Cousu-Mousse. C'est la dernière, m'a-t-on dit. Une plume absolument magnifique. Et elle se présente elle-même comme une paquisarde, ce qui veut dire qu'on est également dans le monde de la prostitution, notamment avec des nouvelles qui vous laisseront sans voix. Alors, merci pour ce moment, Jean-Luc Ador. Avec plaisir, merci à toi aussi.